Allez, discutons mon ami, discutons. Très mal dedans. Ah, yes. J'étais parti pour le faire tout seul. Tu pars, tu vois, c'est dans une semaine, de toute façon personne te suivra, donc fais-le. Et je t'ai envoyé un message en fait en coup de poker, je me suis dit vas-y. Eh mec, ça te dit on part en Écosse la semaine prochaine. En 10 minutes tu t'es chauffé. Enfin, j'avais tout pour partir, j'avais pas d'excuses. C'était le moment, tu vois. J'avais envie d'y aller. Et de pas réfléchir. J'avais l'impression que c'était la première vraie aventure que je me faisais, quoi. C'était très spontané aussi parce qu'on a décidé ça très vite. On reste pas les bras croisés, on fait un truc. Pourquoi attendre 6 mois? La semaine prochaine il fait quoi? Rien, on y va. On a pris le petit train de banlieue. On arrive dans le bled, tu vois, genre c'était vide. Et on voit le piquet de la West End Weg, genre la première fois qu'on voit le logo du truc. Je suis en mode, bon bah c'est le début d'une très mauvaise idée. Mais j'étais content de le faire quand même. On a marché quand même, je pense, une bonne demi-heure dans la nuit. On a posé le premier campement dans la broussaille, dans la mousse, entre les fougères. Le matin, quand on s'est levé, que genre t'as le soleil qui était en train d'éclairer ça avec sa petite lueur dorée. Voilà. Le petit thé qu'on se faisait chauffer, enfin avec l'eau qu'on faisait chauffer au réchaud. On sent les bonnes idées. Le petit thé vert dans les petits gobelets rouges. Tu sais, il te met d'un peu, il te fait partir. Le petit déj du pauvre, mais qu'est-ce qui fait du bien. Ouais, en vrai, j'ai appréhendé. Ça peut très vite mal se passer, quoi. Donc on était préparé psychologiquement, on avait toute la motivation nécessaire, mais on n'avait pas optimisé notre départ, tu vois. C'est pas moi qui dormais dans un sac de couchage pour les températures entre 10 et 20 degrés, quoi. La première nuit était horrible. Franchement, la nuit, ça descendait à -5, -10 des fois. Avec l'humidité en plus. Mais c'est vrai que les nuits, elles étaient pas faciles. Les nuits, il faisait froid. J'étais congelé, j'en faisais des cauchemars, j'arrivais pas à dormir. Ça a été horrible. Et par chance, j'avais amené une couverture de survie. Et ça m'a sauvé. Bah, j'ai dormi toutes les nuits sur un matelas troué. Du coup, j'ai pas vu, tu sais, genre les premières nuits en mode sur un matelas normal et après sur un matelas dégonflé. Non, j'ai dormi sur le sol tout le voyage. Donc ça... La tente de la mort, mec. Tente de survie, on sent que c'est la merde ici. Donc toutes les autres nuits, je les ai fait couverture de survie. Avec le truc en aluminium qui fait du bruit et tout, mais... Genre ça condensait sur la tente et t'avais des gouttes d'eau gelées qui tombaient sur le visage. Heureusement, j'avais amené une bâche où on pouvait la mettre sous la tente, déjà on se coupait un peu plus de l'humidité. Ça vous permettait aussi le matin de prendre un petit déj par assis dans l'herbe. Mais c'est vrai que notre campement, il était rustique, hein, mais ça suffisait, hein. Fallait pas plus. Hein. C'est parti pour 20 km. Tu pars d'un environnement très urbain, tu passes dans des grands hangars avec des distilleries, tu as de l'agriculture, tu as des élevages de moutons, tu passes par plein de paysages campagnards. Et petit à petit, tu t'éloignes et tu arrives dans des forêts, tu arrives dans des environnements beaucoup plus sauvages. Et plus tu avances, plus tu montes dans les Highlands et tu découvres le dénivelé qui augmente, la végétation qui est plus rare parce qu'il fait plus froid. Et tu arrives dans des endroits où il y a des grands champs tout jaunes avec juste des montagnes et de la roche. Un sentiment de vide et d'immensité, mais comme j'avais jamais vécu ça. Sur des centaines de kilomètres, j'avais l'impression, tu voyais des vallées, mais continuer à l'infini. Et c'était divin.
t'avais une atmosphère là-bas, une humidité qui faisait que toutes les couleurs, toute la lumière, elle était diffusée d'une manière que tu vois jamais en France, que tu vois jamais dans des pays chauds et tout. T'as l'impression que tout était encore, quasiment tout était encore immaculé et genre pur. Et moi, ça m'avait fasciné d'avoir aussi tant de changements de paysage d'un vallon à un autre. Et le fait de me retrouver dans ces immensités-là, j'ai eu des moments, des coups d'adrénaline incroyables. C'était vide, quoi. C'est le premier. Et ça restera le premier. C'est le premier avec autant de prise de risque, c'est le premier avec aussi long, tu vois, 150 km, 7 jours de marche, au milieu des plaines, des montagnes, des forêts. Notre chemin, il traverse limite une distillerie, quoi. Ça sur la carte, t'es pas tout l'as. Bah, mine de rien, à l'époque, je buvais pas mal de whisky quand même. J'aimais pas ça, tu vois. Tu m'avais promis que tu m'initierais à ça. Voilà. Obligé, on s'y arrêtait, obligé. Mais j'ai fait l'effort, tu vois. Tu m'as fait goûter plein de trucs, tu m'as expliqué. 21 ans. On a goûté les différentes cuvées et tout. Incroyable. Elle est tellement révélatrice de mon bonheur quand je goûtais le whisky. Il est ultra doux, mais il est vachement genre enveloppé. Comme moi, Bulle, doux et en fait. enveloppé. En fait, ça réchauffait le ventre, mais ça refroidissait le reste du corps. C'est parti. Le moment où ça réchauffe, et 5 minutes après, t'as super froid par contraste, tu vois. Et maintenant, je kiffe. Whisky glaçon, tout le temps. Et boum. Petit réveil à 7h du matin. Allez! Cassé la gueule à un moment. J'ai l'image sous les yeux là, tu peux pas mentir. J'ai mal à la fesse gauche depuis le début. Là c'est équilibré, en même temps j'ai très mal à la fesse droite aussi. On est parti au moment de l'année où personne l'a fait, il fait trop froid. Et c'était juste la période où on pouvait y aller, tu vois. En novembre, il commençait à faire froid et il y avait ça, il y avait l'humidité. Du coup, je pense que j'avais une certaine pression de te soutenir et d'arriver au bout, tu vois. Je me sentais responsable de la réussite de ça parce que c'était mon idée. Et je me suis peut-être mis un peu la pression dans les moments où on marchait sur est-ce qu'on va arriver avant la nuit à l'objectif qu'on veut? Est-ce qu'on va arriver à Fort Williams en 7 jours? Parce qu'on s'est mis des bâtons dans les roues à porter un sac super lourd. Parce que tous les jours, on devait porter notre eau aussi. On avait presque 2 ou 3 litres par personne pour tout le voyage, histoire de tenir au moins 2 ou 3 jours si on n'avait pas d'habitation. Alors moi, j'étais pas préparé en tout cas. En vrai, les pauses, elles s'imposaient pour de vrai. C'était pas des pauses... Tiens, on s'arrête. Non, c'est en mode... Allez, on continue et on se dit, on s'arrête au moins pas avant là. Et après, on s'arrêtait et quand on s'arrêtait, c'est en mode... Oh, on était là avec le sac. Oh. Allez Louis, dernière difficulté de la journée. Ça fait 3 fois que je lui dis que c'est... Oh. On est encore un peu loin. Lui, il a pas la carte. Moi, je l'ai dans la poche. Et on n'est pas tout à fait près de la fin. Avec ta mère. Effectivement, nous, on marchait plus lentement, on avait besoin de faire plus de pauses parce qu'on avait toute l'autonomie sur nous. Ce qui était pas plus mal, tu vois, parce que ça nous a permis d'être vraiment libres. On avait comme objectif de le faire en 6 et très vite, on a déchanté. Au bout de 2-3 jours, tu te rends compte, c'est trop dur. C'est impossible de marcher 20 km par jour avec tout ce qu'on portait. Donc on l'a fait en 7, heureusement, on avait un jour de marge. On avait des journées tellement courtes. C'est-à-dire que le soleil, il se levait à 8h30, 9h, il se couchait à 16h30, 17h. Ça faisait très peu de temps, en fait, dans la journée pour marcher. On partait avant le lever du soleil pour faire genre au moins 30 minutes de marche, genre de nuit, au moins on assistait au lever du soleil chaque matin et on perdait pas de temps. Après une nuit presque au chaud, on reprend la route vers Crianlarich.
Cette fois-ci on est parti très tôt, 7h du matin il est là. Il fait encore nuit mais il y a une belle lune. Ce qui veut dire qu'on va avoir un super lever de soleil. Le jour se lève petit à petit. Et voilà, la nuit est tombée, on n'a pas réussi à atteindre Crenn-Laric avant qu'il fasse sombre. Et le soir, ouais, le soleil il se couchait avant qu'on arrive à notre destination à chaque fois. Et là on se dépêche d'arriver avant que la nuit tombe. Donc dans 2 heures il fait nuit. Il fallait avec nos lampes torches trouver un espace protégé du vent, de l'humidité, un truc plat pour dormir. Donc il y avait les soirs où il pleuvait pas, où il faisait juste noir, on avait nos lampes frontales, où c'était juste une question de où est-ce qu'on va dormir, sachant qu'on voit pas à plus de 10 mètres, et qu'on devait trouver un spot où dormir qui était à l'abri du vent, qui était confortable, pas penché. Direction, trouver un campement pour la nuit. On essaye de s'avancer un peu pour gagner du temps sur la journée de demain. Et là du coup on cherche un endroit où dormir. Et cette nuit on va dormir là, avec une belle vue sur le lac. Tant bien que mal. Les soirs de tempête, où il faisait nuit, il pleuvait, avec des bourrasques, on savait pas où dormir. Tous les soirs, en fait, c'était une aventure différente. Il y a eu des soirs plus corsés que d'autres quand même. C'est le refuge ? Ok, putain, en plus il commence à neiger. C'est là ? Oh yes. Bon bah finalement pas de refuge pour ce soir, il était fermé. Du coup, on part pour dormir sur les berges du lac. Bah, bravo. On a envie de dormir ici ça. Super les touristes. Bon, ça m'a l'air pas mal. Réveil 6h30, il pleut. C'est parti pour la plus longue journée de 30 km. Nous, on a eu des repas luxe, on a eu des festins. On est parti sur la bouffe lyophilisée. Il y avait des lentilles. C'est dégueulasse, pourquoi tu commences par ça? Ah, je sais pas, monsieur. Ah, j'ai grave aimé. Non, le lentilles saucisse, il était terrible. Il était terrible. Ah, c'est trop bon. J'ai faim, moi. Je vais m'arrêter, moi. Pas un chat à l'horizon. C'est ça qui est cool, c'est qu'on était vraiment nous avec la nature. C'est pas nous, la nature et les touristes qui font le West Island Way, tu vois. C'était vraiment. On l'avait pour nous tout seuls. Putain, on était juste sur cette journée. La journée où on a longé le lac, je crois que c'était la journée la plus longue. On doit être à peu près au quart. On est parti ce matin, levé 6h30, sous la pluie. Et là on longe encore le lac, interminable. À un moment, tu passes genre dans un petit bosquet et tout, et t'en ressors, et là tu vois une nouvelle partie du lac que tu voyais pas d'avant, et l'air était violet. Tu marchais dans des fougères rouges, t'avais juste un chemin qui coupait la fougère rouge. Et qui allait vers une petite maison, et qu'en fait quand tu arrivais, tu voyais vraiment ce tableau entouré de fougères rouges et le lac derrière embrumé. Incroyable, jamais j'avais imaginé un paysage pareil. Tout aussi entre le violet et le rouge, t'avais des couleurs qui étaient hypnotisantes. On vient de finir de longer le lac, un paquet de kilomètres. Et là on attaque l'ascension vers les hauteurs des Highlands. C'était la partie entre guillemets la plus simple. Et tu sais, on était sur notre chemin tranquillement. Et là, devant nous, on voit quoi? On voit sur le même chemin qu'on prenait, à la file indienne, une famille de boucs. Tu sais, ils avançaient, on les a vus.
On a dû faire un petit peu de bruit, du coup, ils sont retournés, ils nous ont regardé, ils ont fait un petit ouais, et après ils ont dévié, ils sont partis genre en haut, ils ont dévié du chemin, du coup nous on a pu passer, et genre on est passé à côté d'eux et tout, enfin c'était incroyable. On a croisé des... Ouais, je crois que c'était des biches, genre qui étaient des biches sauvages qui faisaient leur vie. On en a vu de très loin plusieurs fois et là il y a carrément un troupeau à 50 mètres de nous. On a dormi 3 fois par effraction dans des campings qui étaient hors saison et tout. On dormait par terre, tu sais, limite entassé, le pied sous l'évier. Putain j'ai froid. Il faisait bon dans le duvet. Quelle horreur. Mais quand tu viens de marcher dans le vent et tout pendant des heures, être là une nuit entière à l'abri du vent, mais c'était royal. Quand je dis qu'il y a des moments où tu te satisfais de peu, bah ce soir-là, c'était pile poil là-dedans. Le soir, on a réussi à trouver une sorte de refuge, où on a pu se trouver une cuisine où il y avait des plats qui fonctionnaient, où on s'est fait un vrai petit repas et tout. On est arrivé dans une zone où il y avait quelques fermes, on savait pas trop ce que c'était, on l'avait pointé sur la carte. On a fait un peu le tour du propriétaire quoi, pour voir comment c'était foutu. Et on s'est rendu compte que les douches étaient chaudes. C'est tombé du ciel, tu vois. Ça nous a permis vraiment de faire une pause, quoi, une vraie. Et ce soir-là, j'ai dû y rester 35 minutes sous la douche. Parce que ouais, ça a été la seule fois où on s'est lavé pendant tout le voyage. Puis le sable mort. Ouais, on va être blacklisté de toutes les compagnies de train et d'avions du monde. Juste on mettait du Lil Peep sur notre téléphone. C'est ça, je suis en train d'écouter mon artiste préféré avec mon meilleur pote au milieu d'une aventure qui a été prévue la semaine d'avant. Elle est belle la vie quand même, tu vois. Ça c'est le moment où t'es fatigué mais ça fait du bien d'être fatigué. T'es heureux sans compromis en fait. Et c'est là où t'as volé les bâtons, hein. Non, tu les as pas volés, tu les as échangés. C'est du troc. Je sais pas à qui je l'ai volé, mais à cette personne à qui je l'ai récupéré, j'espère que tu apprécies les bâtons que je t'ai légués à la place parce que ceux-là, ils m'ont sauvé la vie. Mais en même temps, c'est pas comme si c'était du vol parce que c'est un échange. Ça prend la poussière. C'est-à-dire qu'il faut qu'on reparte, mec, c'est un signe. J'ai très mal au tendon gauche. Aussi, c'est peut-être juste, vas-y, je marche beaucoup, c'est peut-être juste une sorte de courbature au tendon. Et après, ça arrivait aux 2 jambes. Ça rend le périple assez douloureux, mais on adore. Mes tendons étaient genre sciés. Mais ça me lance jusqu'au genou. C'est un peu emmerdant ça. Ça fait trop mal. C'est une question mentale, je crois. Dès que la randonnée s'est finie, qu'il n'y avait plus l'adrénaline de la marche, qu'il n'y avait plus tout ça, ben en fait, j'avais de plus en plus mal, j'arrivais même plus à marcher chez moi et tout. Je suis allé voir le médecin et en fait, j'avais une grosse double tendinite. Ça a pris 1 mois pour pouvoir que je puisse remarcher sans douleur, quoi. J'essayais de pas trop t'en parler en fait quand t'étais dans la douleur sur la fin. Parce que je me suis dit, si on en parle, on lui donnera trop de l'importance à cette blessure. Donc je faisais genre que tout allait bien, tu vois. Ouais, non mais t'avais mal, moi j'avais envie de m'arrêter, qu'on trouve une autre solution. Et je me suis dit, vas-y, on va au bout. Il a l'air lancé. Et j'ai tout fait pour pas lui donner de l'importance, tu vois, quitte à l'ignorer. J'en reviens pas en plus comment t'as tenu avec 2 tendinites sur 70 km. Ça n'était pas une randonnée avec des paysages pareils qui pouvaient du coup me faire penser à autre chose que la douleur. Genre ça aurait été insupportable. Les paysages faisaient tenir, mais t'as eu aussi un gros mental pour aller au bout, malgré cette blessure. Limite, ça fait partie du sentiment global que j'ai de la West Highland Way. Un truc magnifique, mais douloureux. Tu sais, genre beau, mais dur. On l'a pas fait en 4x4. Tu vois, on l'a fait à sang et à sueur. Tout commençait en mode, c'était le soir où on allait mourir. C'était le soir, on savait pas où dormir. Il y avait du vent, tempête de pluie, mais qui nous envoyait des bourrasques dans la gueule. Ça faisait mal, c'était dur, il faisait froid. On venait de marcher, genre je crois que c'est une des journées les plus dures juste avant. On n'en pouvait plus. On voit dans une sorte de petit bosquet des lumières au loin. Je sais pas, il devait être 4-5 chasseurs. C'est vraiment pas On est arrivé dans une ferme pour voir où on pouvait dormir, dans leur jardin, on cherchait des arbres ou un truc, c'est comme ça. planter la tente quoi. Et là on est tombé sur un groupe de chasseurs qui revenaient de la chasse aux faisans. Des Écossais pure souche bourrés au whisky.
Le gars qui vraiment, il lève la bouteille, il fait « ou pff, inquiétant quand même. Tu sais, genre, ils étaient là avec leur carabine limite sous le bras et tout, ils rentraient de la chasse. Et ils nous ont invités dans leur caravane, ils nous ont dégagé leur caravane où ils font soirée, et du coup on va dormir ici. Ils étaient adorables, c'est là que tu vois la solidarité que tu as dans ces environnements. Quand on est arrivé là-bas, on les a vus en train de faire la fête, je me rappelle, ils écoutaient du Bob Marley à fond. Juste devant eux, t'avais une rangée de genre 20 crânes de cerfs. Ils dansaient, ils chantaient, et on est arrivé, deux pecnos frigorifiés, tout trempés, à demander l'asile, quoi. C'était royal. Ils nous ont même proposé du faisan à Graille. C'était des anges. Je crois que c'était Sandy McKellar, un truc comme ça. Putain, cet amour. Et il nous a dit un truc qui est évident, mais moi qui m'a marqué. Il nous a dit « You have to treat people like you want to be treated ». Ça, cette phrase, elle est marquée dans ma tête, j'arrête pas de me la remettre. C'est tout bête, hein, c'est « aime ton prochain hein ». Mais le fait de le dire dans des moments aussi forts, c'est évident, mais ça prend tout son sens. Et c'est exactement ce qu'il a fait, il a appliqué ça avec nous. On a gardé des cartouches de fusil. C'est un petit souvenir, il prend pas de place, mais il veut dire plein de choses. Allez, c'est parti. 5e jour de marche. Ah bah parfait. Cette vallée qu'on a traversée, qui était toute jaune, avec quelques petits lacs, un jour où on a eu des nuages avec quelques percées de soleil, c'était fou, c'était trop bien. T'avais quelques faisans qui sortaient des broussailles. Au fur et à mesure qu'on marchait là, tu sais, sur des grandes étendues, il y avait les nuages, ils passaient à notre niveau au loin. Et à un moment, t'avais une éclaircie qui arrivait, qui a percé les nuages sur le chemin. Ça a vraiment doré tout le gravier et tous les galets du chemin. Et c'était divin comme moment. C'est un genre de moment où j'aimerais toutes les semaines pouvoir juste retaper dans les souvenirs et genre juste réapprécier la beauté de ce truc. Je l'en revivrai jamais. Même si j'y retourne, j'aurai jamais les conditions météorologiques qui vont m'offrir ce moment-là, quoi. Et on a eu de la chance sur la météo. Parce que c'est réputé pour être un pays où il pleut énormément. Et on a eu peut-être que 2 jours et demi de pluie sur les 7 jours. Et d'ailleurs, le jour où on a eu que de la pluie, c'était le pire. T'es mouillé, tu peux pas sécher. Il y avait beaucoup de contraintes, mais c'est dans cette contrainte qu'on a pris le plus de plaisir, en fait. Plus tu vis la difficulté, plus tu vas te satisfaire de petites choses. Une barre de céréales, un repas chaud, un abri. 2 arbres, tu vois. Avec Lewis, on se sent tellement privilégié. Il n'y a pas un chat à des kilomètres. On croise personne. Et on est les seuls à pouvoir profiter de ce paysage. En même temps, on est au mois de novembre. Il n'y a pas grand monde qui est suffisamment déter pour venir jusqu'ici, à part 2 fous comme nous. On a beau être qu'à 300 mètres d'altitude. On est vraiment en dessous des zéros. Il y a du vent. Et ce qui fait que le ressenti est assez piquant. Mais ça n'enlève rien à ce qu'on est en train de voir. C'est trop beau. Il y a des prairies à perte de vue. On a vu des biches, des faisans, il y a toutes sortes d'animaux qui passent. Et on est les seuls. On a quitté Glencoe ce matin de nuit. Là, il est 7h du matin. Et on s'apprête à faire l'ascension du point culminant de la randonnée. Les gens d'ici l'appellent l'escalier du diable. Alors on s'attend au pire. C'est pourquoi ça s'appelle comme ça. Première fois qu'on marche sous la neige de tout le périple. On est dans la descente vers Kinderhaven et il y a le soleil qui commence à pointer le bout de son nez. La fin.
Quand tu vois la lumière au bout du tunnel, quand on va bientôt devoir abandonner toute cette merveille. Quand tu sais que t'es plus qu'à quelques kilomètres de Fort Williams. Déjà, il y avait pas mal de routes à la fin qui nous annonçaient que mine de rien, on revenait à la civilisation. Moi j'avoue, le pincement au cœur, les derniers kilomètres ils sont bizarres. Tu dis c'est fini, on vient de vivre quelque chose de trop bien et demain je repars à la vie normale. Et en fait on se trompait depuis le début. La déviation elle est à peu près à la moitié de la West Island Way sur cette dernière étape. Et là il y a un mec qui nous a gentiment pris un stop pour nous redéposer au point de départ. Il est 8h30. On vient de perdre 1h30 sur notre journée. Tu te dis, il y a un truc au bout là qui nous attend, qui est trop con en vrai, tu vois. On vient de marcher, un truc qui se fait en 2 heures de bagnole et on a mis 7 jours pour le faire, tu vois. Il nous reste 4 km à parcourir, un peu plus de 45 minutes de marche. Et ça sera fini de cette West Island Way. Quand on arrive et qu'on voit en contrebas, plusieurs kilomètres plus bas, au bord de l'eau, Fort Williams. Juste là, Fort William, on y est presque. Ah putain, là c'est la fin. Youhou! Allez, le dernier demi-mile. Il est où le piquet? Je sais pas, moi je voulais une néo d'honneur, je voulais un truc, tu vois. Ah bah ça y est. Ah putain. Je m'attendais à un truc monumental, à un monument comme celui qu'on avait vu au début, une sorte d'obélisque avec le signe, quoi. Et en fait, t'arrives sur un truc super sobre, une petite place, avec un banc et un mec qui se masse les pieds comme ça. The end of the West Island Way. Moi, ce qui m'avait choqué, c'est les gens qui marchent autour dans l'indifférence totale. Nous, on venait de vivre la première expérience de ouf de notre vie. On était comme des dingues, on était super fiers de ce qu'on venait de faire. Ah, félicitez-nous là. Ouais, de ouf. C'est ce que je me disais dans ma tête. Et t'arrives, y a rien. Il y a des gens qui font leurs courses. Thank you. T'as des gens qui te regardent, ils disent ah, vous venez de faire la West Island Way, waouh, vous êtes des fous en novembre, ça se fait. Faut pas faire ça, tu vois. Le contraste entre nous, ce qu'on avait dans le cœur et la normalité de la situation en fait. Mais ça a beaucoup plus de sens pour nous, l'ayant vécu, que vu de l'extérieur, ça c'est sûr. Allez, retour aux choses sérieuses. Mais on est monté dans le train et là tu prends conscience de que c'est fini, quoi. La West Island Way, c'est tu montes au nord et tu fais demi-tour en train. L'inutilité du truc quand tu prends du recul, mais dans son cœur ça a du sens. Retour au point de départ, c'est pris une nuit d'hôtel et puis on a pris l'avion, quoi. C'est une transition vers la suite, quoi. Est-ce que je suis sorti de ma zone de confort? Ouais, de ouf. Ça t'ouvre les yeux en fait sur sur ta façon de vivre ta vie, quoi. Et à la fin, j'étais tellement content de l'avoir fait. Sur un coup de tête, on peut partir dans une destination auquel on n'a jamais été, découvrir des nouveaux horizons, genre repousser les limites de son corps. Ça trouve toujours une excuse, la flemme, et ça se déguise en plein de choses. Et là, c'est vraiment le moment où j'ai appris à ne plus l'écouter et à aimer le fait de faire des choses qui sortent de mes routines confortables. Une idée à la con, mais une des meilleures décisions de ma vie, je pense. Quelle idée à la con. Et c'est le truc qu'on s'est répété pendant tout le voyage. Quelle idée à la con. Quelle idée à la con. Mais c'était une idée à la con. Genre qui a eu l'idée de prendre son sac à dos en plein mois de novembre, d'aller en Écosse, de marcher 150 km dans des environnements sauvages, sous le froid, la pluie, le vent, et de revenir au point de départ. Quelle idée à la con, ouais. C'est ce qu'on s'est répété tout le temps, mais c'est ce qui permettait de dédramatiser la situation aussi. Pour nous, c'est énorme. Pour d'autres, ce sera peut-être juste ouais, vous avez fait un petit voyage, vous avez fait une randonnée, mais c'est assez simple ce qu'on a fait. On a pris un sac, c'est pas une randonnée dangereuse, on n'a pas traversé l'Amazonie. C'était en Écosse, tous les 4-5 heures de marche, il y avait quand même un patelin, une des habitations, il y avait un pub, il y avait un truc. On le referait maintenant, ce serait pas pareil. Le fait de l'avoir fait à cet âge-là, à cette période-là, comme un début de quelque chose, ça a beaucoup plus de sens que si on passait notre vie à en faire. Tu sais, t'étais vraiment le compagnon avec qui faire ça, quoi. Spirituellement, je pouvais pas rêver meilleur. On était sur la même longueur d'onde sur la manière d'aborder l'effort, la manière d'aborder le recueillement, la manière d'aborder le repos, l'entraide. On avait ce même besoin de communier et ce même besoin d'être seul. Ça m'a appris qu'il n'y avait rien de mal
avoir besoin de solitude. Et je me suis mis à le souhaiter aux autres, tu vois, d'être un peu seul. Tu reprends confiance en toi, t'apprends à te connaître. Ouais, tu t'écoutes penser, ça fait du bien. Ça me fait penser à une phrase que dans Into the Wild, à la fin où il dit Happiness is only real when it's shared. Tu peux être heureux que si c'est partagé. Mais pour en avoir conscience, il faut passer par un stade où t'es un peu seul. Une découverte d'une envie de vivre de nouvelles expériences que je pensais que j'en avais pas besoin et que mon cynisme me disait que dans tous les cas, elles m'apporteraient rien de beau, quoi. Je pense que c'est quelque chose que, au fond de nous, on veut tous faire. Quand les étoiles s'alignent, en fait, c'est une question de ne pas rater l'opportunité de le faire et de foncer, quoi. Quelle idée à la con. Mais une des meilleures décisions de ma vie, je pense. T'as niqué ta pellicule. On fait face à des problèmes techniques majeurs. Hein. Comment faire partir la buée des appareils photo? Putain, comment je suis content d'avoir découvert le Bunhaven. C'est quoi, c'est Bunhaven, un truc comme ça. Ah, un peu, c'est comme ça. Qui t'a donné ce cigare? Je valide pas. À part ça, j'ai très envie de chocolat et de m'acheter un kilt.